Donc, Gilani. Bonjour. Goran, le réalisateur. Et Bernadette Perrault, la conseillère spéciale. Peut-être, voilà, pour démarrer, une question un peu facile. Voilà, comment, Gilani, comment ça a commencé tout ça? Comment c'était venu l'idée de travailler autour de cette thématique? Tu viens, s'il te plaît? Non, c'est pareil, je suis très... Eh ben, je fais le petit format c'est et là... que tu es nul en question, en réponse. Donc, est-ce que tu peux répondre à cette question? Comment ça se fait qu'on travaille sur cette Ça se transforme en one-man show, là. Voilà, on a une certaine longue histoire, Gilani et moi. Et une des premières choses qu'on a fait ensemble, c'est cette action à Tarifa. C'est l'ouverture du film et la fermeture du film. On est sensible sur la question de la liberté de circulation, pour une histoire différente pour l'un et pour l'autre. Je pense que Gilani expliquera les raisons pour lesquelles il est touché par cette question de liberté de circulation. Et donc, on avait déjà fait, Gilani avait fait déjà avec moi un premier documentaire avec les femmes de la communauté Emmaüs autour de la question de la liberté de circulation aussi. Et voilà, donc c'est quelque chose au moins depuis 10 ans qui nous anime l'un comme l'autre. J'ai bien répondu, Gilani? C'était parfait. Je peux continuer. Gilani, toi, c'était pas forcément tout à fait les mêmes raisons qui t'ont poussé à réaliser ce docu. T'es retourné quand même aux sources, au pays. Alors ouais, alors de ce docu-là ou de mon histoire par rapport à... ce docu-là, en fait, tout simplement, c'est parce qu'en fait, on avait fait un premier documentaire sur des femmes qui avaient quitté leur pays parce qu'elles subissaient des violences, et c'est parce que c'était des femmes qui étaient forcées de quitter leur pays, parce que malheureusement ces pays ne les protégeaient pas. Et donc en fait, dans le cadre de ce documentaire, ça fait des années que je voulais rencontrer Shemzdine, l'homme du cimetière, et ça n'a jamais pu se faire parce qu'à chaque fois j'avais un truc et tout, jusqu'au jour où j'ai pu rentrer en Tunisie. Et il se trouve que je suis rentré en Tunisie, je voulais faire un doc sur lui, j'en ai parlé à Berne, c'était flou, j'avais écrit un truc, un scénario, mais ça me plaisait pas et tout. Et en fait, je suis arrivé en Tunisie, c'est la famille Ramadan, et en fait, la veille de la Eid, il y a une cérémonie qui se passe dans mon village, ça se passe pas tout comme ça en Tunisie, mais dans mon village c'est comme ça. Et bien en fait, les familles, pour honorer les morts, vont tous au cimetière et ils allument des tombes à la tombée des bougies à la tombée de la nuit. Et ils récitent des prières. Et j'ai trouvé cette image magnifique. C'était beau, c'était reposant et c'était magnifique. Et c'était une autre vision que j'avais comparée au cimetière, quand on avait des ambiances relativement froides et de deuil. Là c'était plutôt joyeux. Et en fait, il se trouve que en Tunisie, dans ce moment spirituel, je suis entre la mosquée qui est au bout de la rue à droite et le cimetière qui est au bout de la rue à gauche. Donc en fait, dès qu'il y a quelqu'un qui sort du cimetière, il se retrouve avec porté, comme on peut voir éventuellement en Palestine et autres, sur un seuil, sur un truc de bois, et il va en direction du cimetière. Et tout le monde s'arrête. Il y a un silence. Celui qui met de la musique coupe, celui qui est assis se lève, plus personne ne vit, et tout le monde respecte ce mort qui passe. Et j'ai été choqué parce qu'en fait, c'est pas une habitude que j'ai ici, quoi. Je suis né ici. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai eu ce rapport en me disant, ouais, c'est intéressant, on peut peut-être parler de la mort. Donc j'ai rencontré Shemzdine Marzouk qui me parle de la mort, et je me rends compte que c'est glauque, à la base je voulais faire des portraits de personnages. Je rencontre Latifa par la suite, qui elle aussi connaît Shemzdine, et après je me retrouve à rentrer en contact avec Mohsen. Bon, j'ai aussi contacté 2 personnes qui malheureusement ne voulaient pas communiquer parce qu'en fin de compte ils étaient en séjour irrégulier et c'est vraiment compliqué la situation des migrants en Tunisie. Donc en fait, ceux qui ont accepté, ils m'ont livré beaucoup de témoignages qui parlaient de la mort, quoi. Donc je rentre en France, tout chamboulé de toutes les expériences, j'étais un petit peu comme ce mec-là, avec mon patron de père, et je me retrouve à apprendre, à explorer, je découvre des trucs que j'ai pas conscience. J'avais la vision du collectif migrant bourgeois, je n'avais pas cette notion du départ, de la souffrance. Par exemple, là, je parle de Latifa, qui fait partie d'une asso qui s'appelle Les Mères des Disparus. Et j'ai rencontré toutes les autres femmes qui, elles, étaient vraiment dans des contextes différents. Il y en a une, elle me dit, moi, mon fils, il allait très bien, du jour au lendemain, il s'est mis ça dans la tête qu'il veut partir en Europe. Et donc, j'essaie de retenir, il mangeait plus, il souriait plus, il restait dans sa chambre, jusqu'au jour où je lui dis, écoute, je te donne un peu d'argent, pars. Et l'enfant, il meurt en mer. Elle me dit, je m'en voudrais toute ma vie. Et j'ai que des récits comme ça, où des mères n'étaient pas au courant
que des récits, mais troublants. Donc là, j'ai pris le récit de Latifa, mais en off, et justement, en fait, si j'ai mis les images à la fin, c'est parce que ces mères m'ont dit, on a un espoir, on espère, même si malheureusement, on sait bien souvent, ils sont morts, qu'ils soient arrivés de notre côté. Donc montre le visage de nos enfants, au moins, pour qu'on puisse éventuellement, si quelqu'un l'a vu arriver en France ou en Italie, qu'il puisse éventuellement avoir des retours là-dessus. Donc je rentre en France avec toutes ces histoires, je sais pas quoi en faire, je montre à Berne, et là elle me dit, qu'est-ce que tu dis ? Super. Ouais, c'est super, et elle me dit, il faut parler de la mort. Et moi j'avais pensé, mais j'étais pas serein, parce que le cas de la mort, c'est pas évident de parler, c'est un peu glauque. Et en fin de compte, on a décidé de parler en fait de cette articulation, comment ces personnes se retrouvent en fin de compte à entretenir la mémoire des morts. Et par la suite, on se retrouve à la Briançon, où justement ils font des édifices pour honorer cette mémoire. Et avant que j'oublie, parce que je sais que j'oublie tout le temps, c'est un peu confus, merci à tous ceux qui ont participé. Rémi Garot, Rémi Foucrier, Romain Bernard dans le secteur, tous ceux qui ont contribué. Merci à vous. Alors oui, dans le film, il y a ça, on parle de la mort, mais il y a quand même un gros message politique aussi autour de ça. On peut peut-être faire le lien aussi avec ce que tu viens de nous dire, le collectif Solidarité Migrants. On voit, ils le disent d'ailleurs, les Tunisiens, qu'eux aussi ils ont un travail militant au départ, il y en a un nous à l'arrivée. Est-ce que vous pouvez aussi un peu nous parler de comment ça se passe à Bourg-en-Bresse pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas le collectif Solidarité Migrants? Alors je dirais que les frontières, elles ne sont pas qu'à nos frontières. Elles sont sur notre territoire. À Bourg-en-Bresse, il y a des frontières invisibles, mais qui sont bien réelles. Juste pour évoquer que la semaine dernière, il y a un jeune Guinéen qui s'est donné la mort, de désespoir. Parce que les frontières, elles tuent aussi ici, dans le fait qu'on ne permet pas aux personnes de passer la frontière, c'est-à-dire d'avoir des papiers qui les autorisent à avoir une vie, entre guillemets, normale. Et c'est bien une frontière qui nous sépare. Enfin, moi, je le vis comme ça. Une frontière, moi j'ai des papiers, je vais parler avec quelqu'un qui n'a pas de papiers. Eh bien, nous sommes dans deux mondes très différents. Voilà, donc d'avoir conscience, c'est pour ça que je milite au sein du collectif Solidarité Migrants, qui existe depuis beaucoup d'années, et avec qui ce noyau construit une histoire et puis a donné lieu à d'autres collectifs, d'autres groupes. Donc il y a 100 pour un toit qui a été créé. Bon, il y a d'autres associations, on a laissé un petit papier pour indiquer que sur notre territoire, rendre visible aussi tout ce travail de militants, de bénévoles qui qui luttent pour qu'on reste juste un peu humain, quoi, en fait. Parce qu'on nous vole notre humanité. Voilà. Bon, je suis d'accord avec toi, parfait. Peut-être que là, dans la salle, il y a des questions qui... Ouais. Ça ira, enfin. On a beaucoup parlé il y a quelques années donc, de la frontière italienne, ce que relate le film, où un certain nombre de personnes ont laissé la vie. Et alors, ces dernières années, on ne parle que des morts en mer, des morts dans le désert, et on ne parle plus de cette frontière où tant de gens ont laissé la vie. Pourquoi ? Je pense que c'est la capacité que sur les territoires, les personnes se mobilisent et rendent visibles les morts. Donc la Méditerranée, il y a des grosses ONG, SOS Méditerranée, qui a une belle vitrine, entre guillemets, non, c'est pas joli ce que je dis. Et puis il y a l'interception des bateaux, on empêche les sauveteurs en mer d'aller sauver les bateaux. Ça passe un peu la rampe des médias. Ce qui se passe à Briançon, ils rament pour rendre visible. Alors, ils font beaucoup de travail, mais bon, ça passe pas la rampe. Par contre, ils sont très mobilisés pour tenter de mettre des noms sur toutes les personnes qui meurent, de leur assurer une sépulture. Alors même si c'est au fond du cimetière, loin, il y a une sépulture. Et puis il y a Calais.
enfin c'est une mer aussi à Calais, où il y a aussi, je ne sais pas combien de milliers de morts, là il y en a quelques-uns ici. Voilà, parce qu'il y a un site, pour les morts de Calais, il y a un site où c'est un mémorial numérique. Voilà. Il n'y a pas de monument à Calais qui honore la mémoire de ces morts. C'est un monument numérique. Est-ce que tu as des nouvelles de ce que fait Cédric Hérault? Oui, c'est ça. Un grand bonjour à Emmaüs, je crois qu'il y en a dans la salle. Des nouvelles de Cédric Hérault. Tu l'as vu, Oui, Cédric Héroux, qui a été très médiatisé pendant quelques années et qui a, grâce à lui, le concept de fraternité a été réinscrit et le statut est constitutionnel. Hein. Donc, et actuellement, il a une activité. Il a choisi d'avoir une activité, de créer une activité sur sa propre ferme et de créer une communauté Emmaüs pour permettre à des personnes de se reconstituer moralement, parce que voilà, les personnes qu'on côtoie et qui sont sans droit de travail, sans avoir un minimum de sécurité, c'est-à-dire un toit et quelques sous pour manger, eh bien, leur santé mentale peut se dégrader très très vite. Hein. Ça me ramène à ce jeune qui est mort la semaine dernière. Et donc lui, fort de cette constatation, il s'est dit, mais il faut, c'est bien d'accueillir et de donner à manger à des gens, mais leur permettre une activité qui a du sens et qui leur permet d'avoir un rôle social, c'est encore plus important. Voilà. Donc voilà son choix et son cheminement. Et j'aimerais le remercier, il était venu nous aider. On avait fait un petit doc il y a quelques années à Bourg et il était venu jusqu'à Bourg-en-Bresse pour nous soutenir. Donc, merci à Cédric Hérault et à la communauté d'Emmaüs Sarbasse qui a permis ça à l'époque. J'ai une question. Oui, il y a 2 ans, en se promenant vers la frontière italienne, dans le col de l'Échelle, exactement, un petit peu en dessous, on avait repéré sur l'itinéraire un petit calvaire, un petit calvaire, un bâtiment avec des pierres, des jolies pierres, puis une vierge au milieu. Donc c'était un lieu de pèlerinage un petit peu pour des gens du coin. Et à côté, devant l'autel, il y avait des chaussures, des vêtements chauds, etc. Et donc, ce qui signifiait qu'il y a des gens qui se préoccupaient de se dire, si jamais il y en a qui sont en plein hiver en difficulté, ben, ils pourraient peut-être trouver là... Alors, ma question est la suivante, c'est que j'ai appris depuis qu'il y a des gens qui les enlèvent, ces chaussures. Et ce qui m'amène à poser la question suivante, est-ce que les gens qui sont contre, qui se battent contre l'arrivée des migrants, est-ce qu'ils s'expriment, est-ce qu'il y a une expression au niveau local, est-ce qu'il y a une expression des gens qui disant, ou est-ce que c'est uniquement les élus qui... Alors, c'est une très bonne question. Moi, je me rappelle que pendant le tournage, on a rencontré pas mal de militants qu'on avait déjà rencontrés, parce qu'on était partis il y a quelques années à Briançon pour les aider. Et justement, en fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils posent des habits à des endroits stratégiques, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans la nuit, on ne voit rien dans la montagne. Le son, c'est pareil, on ne voit rien. Et on s'en rendu compte, hein, on était à une bonne période, mais c'est super froid. Là, j'ai galéré pour prendre le son, parce qu'en fait, il y a un vent mais qui est énorme, donc on ne capte rien. Donc ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils posent à des endroits stratégiques des habits, parce qu'en fait, malheureusement, la plupart, ils ont beaucoup de gens qui arrivent en bas de la vallée et qui perdent des gens. Ils vont à l'hôpital, ils se font amputer parce qu'en fin de compte, malheureusement, le froid les brûle. Et le problème, c'est qu'il y en a qui trouvent que ça pollue. Ce qui peut se comprendre. Et ce qui fait que malheureusement, beaucoup les enlèvent. Savoir qui, ça je ne peux pas dire, je ne peux pas raconter d'intention. Mais malheureusement, on se retrouve à ce que ces habits soient enlevés et que les gens, malheureusement, n'ont pas la possibilité de pouvoir se réchauffer un petit peu et d'arriver jusqu'à Briançon ou ailleurs. Voilà. Moi, je voulais rajouter que chaque année, il y a des rassemblements qui se font dans la vallée de la Roya.
Et que cette année, eh ben, comme les autres années, il y a des gens qui vont se retrouver en début juillet pendant une dizaine de jours. Voilà. Donc ça existe encore. Et je voulais parler aussi, parce qu'on parle des victimes aux frontières, je voulais parler aussi, désolé, je devais imprimer, mais maintenant ça marche pas. Parler de cette femme qui s'appelle Halen Najjar. C'est une femme qui habite à Khan Younes. Khan Younes, c'est une localité à Gaza. Elle est pédiatre. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une femme qui s'occupe des enfants, et notamment aussi de la santé mentale. Il se trouve que Halen Najjar, elle bossait à l'hôpital El Nasser, qui a été ciblé plus d'une fois par l'armée israélienne, et je pensais que c'était intéressant de parler de ceux qui ne peuvent pas passer la frontière. Ceux qui éventuellement qui prennent une barque et risquent de se faire tirer dessus directement par l'armée israélienne, ceux qui se retrouvent autour de murs. Donc je pense que c'est intéressant de penser à ces gens-là. Et il se trouve que Halen Najjar, elle est restée à l'hôpital El Nasser pour pouvoir continuer de soigner les enfants. C'est un choix qui est difficile. Elle avait 10 enfants, 9 ont été tués. Le 23 mai, avec son mari Hamdi, qui est aussi docteur à l'hôpital El Nasser, et qui avait le choix de rester aussi. Elle n'a plus qu'un enfant qui a survécu, donc ça a mis son mari et ses 2 enfants. Désolé. Hein. Donc voilà. Juste pour vous dire qu'il y en a qui ne peuvent pas faire aussi. Et je pense que on est tous dans notre confort. C'est compliqué des fois de dénoncer ce qui se passe, mais faut dénoncer ce qui se passe actuellement, aussi bien là-bas ou au Congo, donc j'en profitais juste, désolé, je t'ai rappelé tout le temps. Oui, du coup, Gilani a fait 2 docs. Ouais, Est-ce qu'on fait un troisième? Est-ce que je fais un troisième doc? Juste pour vous dire, c'est mon fils. Tu veux qu'on se baigne ou pas? On n'a pas encore utilisé la piscine, là, ça fait 6 mois que tu m'attends. Celui que je repars dans la doc. Ouais. Merci pour la question, pour votre question. Ouais, donc j'ai prévu un prochain doc qui va parler des femmes qui portent le foulard et comment on est dans une société actuelle qui les marginalise. Des femmes n'ont pas accès au travail, des femmes bientôt vont se retrouver à plus pouvoir faire de sport, des femmes se retrouvent à être malheureusement à être mises de côté, alors qu'en fin de compte c'est un choix qui leur appartient. Donc je pense que c'est un sujet qui est intéressant et qu'on ne fera rien aux hommes qui portent la barbe parfois par conception religieuse. On n'en fera rien. Mais la femme qui porte le foulard, elle subira. Si elle veut aller à l'école, il ne faut pas qu'elle porte la baïa. Même si c'est une rapagène, on n'en a rien à foutre. On assimilera. Si c'est une femme arabe, typée musulmane ou autre chose, qui ça peut ressembler à quelque chose d'islamique, eh ben on la mettra de côté. Et moi je suis contre ce fait-là. Je suis pour que nos sœurs, nos mères, nos copines, elles puissent être éduquées dans l'école de la République comme tout le monde, dans le service public si possible, parce que je trouve le service public. Et voilà, c'est un thème que j'aimerais évoquer, mais on en reparle dans 5 ans, Ismaël, d'accord? Bonsoir. Ouais. En fait, vous avez mis des papiers par terre et je voulais savoir. Enfin, je me doute bien que c'est des gens peut-être qui sont morts. Alors, justement. Enfin, d'en dire un peu plus. Ouais. En parlant des photos, je devais imprimer autre chose. Et malheureusement, j'ai pas eu le temps. Donc en fait, c'est des morts aux frontières. Des morts à côté des frontières. La plupart sont morts en Méditerranée. Le nombre est vraiment conséquent. Et en plus, ce qu'on connaît, c'est uniquement la partie visible. C'est impressionnant. C'est un des plus gros cimetières. Et le désert commence à dépasser bientôt la Méditerranée, tellement c'est un cimetière. Ce qu'on a voulu faire, nous aussi, c'est rendre hommage à ces gens-là en indiquant des prénoms. Parce qu'en fait, ces gens, c'est pas des numéros, c'est aussi des prénoms et des noms, quand on les connaît. C'est pas toujours le cas. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de les afficher ici, afin qu'ils soient présents, visibles sur l'espace public, leur rendre hommage. Et ce qu'on voulait faire éventuellement, si vous acceptez, à la fin, on a quelques-uns de côté, si vous voulez éventuellement laisser des messages dessus. Et moi, à chaque fois que le documentaire sera diffusé, je mettrai ces messages avec vos messages de soutien derrière. Ça donnera peut-être un peu de force pour qu'on reste, même si je ne suis pas chauvin. Comment vous avez eu ces noms? Ils viennent d'où ces noms? Et ben en fait, il y a des listes qui sont faites par des ONG qui recensent ces morts en Méditerranée quand ils sont connus. Bon. Si on entend plus, ça se passe, c'est pas la leçon. Là, ça c'est un journal anglais qui a listé il y a quelques années, hein, donc depuis il y a dû avoir beaucoup plus de noms, 53 000 personnes sur la liste qu'ils ont publiée, et j'arrive plus à me souvenir si ça doit être The Guardian, mais ça c'est accessible en ligne. Et puis comme disait Bernadette, après il y a le mémorial des disparus à Calais, où là c'est vraiment pareil, en fait vous allez sur un site internet qui va vous donner des noms, des âges, des noms. Voilà, quand on connaît les noms, parce qu'il y a aussi toutes ces personnes dont on n'a pas l'identité, et toutes ces personnes qui n'ont pas été signalées disparues ou qui sont disparues, mais enfin voilà, les familles, comme on le voit dans le documentaire,
ne savent même pas vers qui se tourner en fait pour signaler la disparition. Enfin, là, la Tunisie, on voit bien au moment de la révolution, il y a un gros flou dans le pays. La femme qui a son frère qui part, elle ne peut pas aller voir la police, il n'y a plus de police en fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un autre aspect qu'on ne voit pas dans le film, mais la femme qui explique tout le parcours de Blessing, ça paraît un peu fastidieux, parce qu'en fait, c'est une universitaire avec d'autres personnes qui se battent pour que ça soit porté devant la justice. Alors, pour que ça soit porté devant la justice, il faut rassembler un certain nombre de témoignages et de preuves que Blessing, c'est pas le fruit du hasard. Elle est tombée dans l'eau et les personnes ne l'ont pas secourue. Pour l'instant, ils n'ont pas réussi, alors que c'est très bien documenté. Voilà, il y a des reconstitutions qui ont été faites. Ils ont mis très longtemps à retrouver la trace de Hervé, qui a mis du temps à accepter de témoigner. Et l'autre personne qui est nommée, j'ai oublié son nom, Roland, je crois. Roland, ouais. Roland, pour l'instant, n'accepte pas de témoigner. Donc, ils espèrent que Roland, un jour, viendra toquer à la porte et leur dira c'est bon, j'accepte de témoigner, pour remettre la machine en route. Ils ne perdent pas espoir, ils continuent à travailler pour que la chose soit portée devant la justice. Faire reconnaître que c'est pas des accidents sans responsables. Il y a des responsables. Est-ce que votre documentaire a des possibilités d'être diffusé à grande échelle? Déjà Briançon, j'imagine, et surtout les espaces frontaliers. J'ai pas encore démarché. En ce moment, j'ai pas trop de temps du tout. Donc là, c'est déjà un miracle qu'on a réussi à le faire aujourd'hui. Cependant, il y a quelqu'un qui m'a proposé de traduire en anglais. Il est en cours de traduction. Quelqu'un qui a été touché par la cause. Donc merci à Lola pour la traduction. C'est une femme qui est en Angleterre. Et oui, j'ai des dates, bien sûr. Alors, bien sûr, comme à l'échelle. Donc, j'ai des dates. J'ai la semaine du deuil, qui est organisée par la quinzaine du deuil, par Couple et Famille, en novembre. C'est le 16, non? Alors, je suis son agenda. Ouais, non, mais je vais voir je suis pas là, je suis pas comme. Voilà. On va transformer la soirée en un autre. C'est trop cool, hein. Donc, le documentaire serait bien projeté à nouveau à la rentrée, en tout cas ici au niveau local. Festival des Mauvaises Herbes à Jouran au mois d'octobre, ça doit être le 24 septembre. Vendredi, c'est un vendredi, je me rappelle. Et puis la quinzaine du deuil, et c'est au mois de novembre, la date 14 novembre peut-être, mais vous regarderez les programmes, vous allez trouver les infos. Heureusement que j'ai un téléphone. 14 novembre a priori, et puis après l'idée c'est effectivement que, mais là je réponds à ta place. Mais bon, comme je suis. L'idée c'est que ça tourne partout en fait, mais pour faire tourner un film. Est-ce que par exemple les gens de Calais, Briançon, vous avez déjà dit quelque chose? Alors Briançon, pas encore une date. Moi j'ai eu. Bon, en communication en ce moment, je suis un peu tendu. Je les ai eus il y a quelques temps, ils m'ont dit qu'ils voulaient le diffuser, donc ils sont en train de voir de leur côté. Il est inscrit en festival, dans plus de 10 festivals. Et dès qu'il sera traduit en anglais, il pourra éventuellement dans des festivals qui sont internationaux normalement. On peut penser ici que dans la salle, ici ce soir, il y a des gens qui peuvent avoir l'idée de où ils pourraient diffuser. Voilà. Dans tout le milieu associatif, militant, pas à Bourg-en-Bresse, parce que. Mais on peut faire des propositions à Gilani, c'est ce qu'il y a mieux. Où est-ce qu'il va être? On propose qu'il le soit quelque part et on s'en occupe. Voilà. Il est juste un petit peu cher, quoi. C'est ça, c'est le problème, ça. Alors justement, s'il y a des gens du collectif Solidarité Migrants qui veulent éventuellement venir pour présenter un petit peu ce qui se passe, Rémi, ça tombe bien. Si tu veux, Joël ou n'importe qui. Et ils sont où? Ouais, voilà, je vous retrouve. Donc pour Quai Solidaire, si vous pouvez venir aussi, en fait, et Solidarité, et je voulais faire en sorte que quelques acteurs locaux puissent expliquer la démarche qu'ils ont afin qu'on puisse échanger, et des fois, les gens ils se connaissent pas entre eux. Donc voilà. Merci Gilles. Avant que tu passes la parole à des gens
Je voulais souligner quelque chose qui m'a vraiment touchée dans ton film, c'est le côté poétique. J'ai trouvé ça en dehors de la dureté du thème. Hein. Je suis au courant depuis longtemps parce qu'on en avait parlé avec Bernadette, je suis un peu de loin ton travail, mais là je suis absolument admirative de ça. Tu as réussi à faire quelque chose d'un sujet qui est quand même totalement dramatique, quelque chose qui, enfin moi, qui me transporte, si tu veux, au niveau de la poésie, hein, de vraiment quelque chose de beau, quoi, et de profond, d'authentique. Enfin, moi, je félicite pour ça. Alors, par rapport à la réflexion documentaire, je vais juste dire un truc, après je vais laisser place. Il y a un truc auquel j'ai pas voulu adhérer, c'est quand on nous dit non, ne fais pas d'émotionnel. Moi, je suis le fruit d'une émotion. Si j'ai décidé de faire du documentaire, c'est parce que j'ai rencontré un mec à Londres qui a écrit un documentaire qui s'appelle Gazastrophe. Et j'ai vu ce documentaire sur Gaza et je me dis c'est horrible. Et j'ai voulu faire du documentaire en disant mais moi aussi j'aimerais un jour aller à Gaza. Bon, c'est il y a longtemps maintenant, Gaza, c'est compliqué. En me disant cette émotion, elle est moteur. Cette rage, elle est moteur. Ces femmes, elles me rapportent des émotions. Donc n'écoutez personne qui vous dirait éventuellement ne te laisse pas guider par les émotions. Après, ça n'empêche pas qu'elle a raison avec. Mais écoutez vos émotions et allez jusqu'au bout. Comme quelqu'un a dit, attention, pas n'importe quelle émotion. Ça, c'est bien. Et bah, du coup, Bourg et Solidarité, on va vous redonner un micro. Ah, pardon, il y avait encore une question? Et le collectif, il y a quelqu'un du collectif qui veut? Ah, il y avait encore une question. Ah, c'est gratuit, elle rigole. J'ai une amie qui habite à Villard-d'Arène et je sais qu'elle a accueilli des migrants qui sont passés par leur village, par son village. Peut-être juste pour rajouter un mot par rapport au collectif Solidarité Migrants qui regroupe un certain nombre de gens que vous avez sur la liste là, mais encore beaucoup d'autres, des partis politiques, des associations, des mouvements. On se réunit et on essaie de suivre des gens. Au bout d'un moment, on ne suit que les gens qui n'ont plus aucun droit. D'accord? Au bout d'un moment, on ne peut que réclamer des papiers pour tous. On n'a que des gens sans papiers qui sont là depuis 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, avec des enfants qui sont nés ici, etc. On ne peut qu'avoir ce slogan-là. Ouvrez les frontières et donnez des papiers à tout le monde. Et puis, comme c'est marqué là même à un moment, quand il n'y aura plus besoin de papiers, ça sera encore mieux. Voilà. Alors, si vous voulez rejoindre le collectif Solidarité Migrants, je vais dire encore 2 mots. On se réunit tous les lundis à 18h, c'est pas très compliqué, à Bourg-en-Bresse, depuis 15 ans à peu près. Avant, il y avait le collectif de l'égalité des droits et contre le racisme, qui était la même chose. Et puis, juste pour vous dire que principalement, il y a 100 pour un toit, effectivement, où il y a combien de familles, Bernadette? 17 appartements. 17 appartements. C'est bien ça? Oui. Voilà, il y a 100 pour un toit. Ça, c'est effectivement, à 100 pour un toit, c'est des logements où c'est que des sans-papiers, c'est-à-dire que des gens qui, normalement, pour certaines personnes, n'auraient rien à foutre en France et qui devraient partir et qu'on soutient. Et puis, il y a aussi des maisons qui ont été ouvertes à Bourg-en-Bresse, parfois avec de l'aide municipale, je le dis ici, avec de l'aide municipale. Il y a 4 maisons avec des gens, des Nigérians d'un côté, des Albanais de l'autre et des mélanges ailleurs et dont qu'on visite régulièrement et qui attendent qu'une chose, c'est que le monde change. Ils n'attendent pas un nouveau dossier, un recours, etc. Ils attendent que le monde change. Voilà. Merci. Je veux bien que vous nous présentiez votre association parce que peut-être qu'on ne vous connaît pas dans la salle. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bourg et Solidarité, c'est une association qui a été créée en 2017. Son objectif, en fait, est de distribuer un repas chaud à tous nos bénéficiaires, tous les dimanches soirs, toute l'année. On a juste une petite période sur la période du mois d'août, on se repose un petit peu. Mais c'est ouvert à toute personne qui veut récupérer un repas chaud. Historiquement, en fait, avant le Covid, nos bénéficiaires venaient s'installer, on les servait à table et nos bénévoles partageaient le repas avec eux. Après le Covid, on a changé un petit peu la formule et ils viennent emporter en fait un repas chaud, préparé, fait maison, et ce, tous les dimanches. Effectivement. Au niveau du chaque
On est présent tous les dimanches soirs au niveau du champ de force sur la partie abritée à partir de 18h30. Ces dernières années, on a quand même vu le public et de plus en plus de précarité. On distribue en moyenne par an 6 000 repas environ, donc ce qui est quand même énorme. On travaille avec, on vit grâce à quelques subventions bien évidemment de la municipalité, mais pas que, essentiellement par le don des adhérents. On a combien de bénévoles environ? On a une quarantaine de bénévoles qui participent, essentiellement beaucoup de jeunes, donc on est ouvert à tous. Et du coup on est présent au-delà, moi ce que je tenais vraiment à souligner, c'est qu'au-delà de la distribution de repas, c'est surtout un lieu d'échange, un lieu d'interaction sociale, et c'est un lieu aussi qui vient aussi les sortir d'un certain isolement. Et je pense que ce moment-là, c'est avant tout, il est important surtout pour ce moment-là. Et ça leur permet justement de pouvoir se rencontrer et d'échanger avec l'ensemble des bénévoles et des autres usagers qui sont là. Si on a envie de venir, c'est le dimanche, à partir de quelle heure? 18h30. 18h30, voilà. Dimanche 18h30, à côté du marché couvert. Exactement. Champ de foire. Ouais, tout à fait. Et puis si on veut faire des dons, également. Vous avez un site internet, site internet, Instagram, Facebook, sortez vos réseaux sociaux. C'est ça. Un petit papier où on a mis les adresses pour contacter les associations diverses et variées. Il y a des petits papiers avec tous les contacts des associations. Une association qui vient de se créer, qui s'est créée il n'y a pas longtemps. Puisqu'on est dans la solidarité concrète, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui la connaissent maintenant. Monter une association autour des mineurs non accompagnés. On est fortement touché par ce film parce que les parcours c'est les mêmes. L'association s'appelle Cotoli. Des jeunes qui partent, ils vivent, je le dis rapidement, ils vivent en général plusieurs traumatismes. Premier traumatisme, c'est d'être partis de chez eux, souvent avec un adulte, pour aller soit gagner leur vie, soit parce qu'ils ont été virés de la famille pour des histoires X. Et le premier traumatisme, c'est de se rendre compte qu'à un bout d'un moment que l'adulte qui était avec eux n'est plus là et qu'ils ne peuvent pas retourner en arrière. Deuxième traumatisme, souvent, c'est le parcours en Afrique, je parle principalement d'Afrique subsaharienne. Parcours en Afrique qui aboutit souvent pour beaucoup d'entre eux en Libye. En Libye, il n'y a plus d'État, c'est la mafia organisée. Donc là, en général, ils sont emprisonnés, violés, torturés, jusqu'à ce qu'ils crachent de l'argent ou qu'ils fassent cracher de l'argent en téléphonant à quelqu'un de leur famille. Les plus chanceux, c'est-à-dire ceux qui ont pu en faire venir, partent. Troisième traumatisme, c'est ce que dit très bien le film, c'est le transport, c'est le bateau, et on a vu les gens mourir, etc. Donc voilà, et ces jeunes qui arrivent de plus en plus jeunes, 14 ans, 13 ans, 15 ans, se voient en plus, pour ceux qui sont arrivés, qui arrivent quand même très esquintés, 30% de la tuberculose, etc., se voient refuser l'accueil dans la majeure partie des cas par ce qu'on appelle encore la protection de l'enfance ici, c'est-à-dire qu'ils sont reçus par le département qui doit évaluer deux concepts, leur minorité, leur isolement. Dans le contexte politique actuel, ils sont très très souvent, et particulièrement dans l'Ain, reconnus majeurs. Bon, soit, il y a un processus d'évaluation. Ce qui est très scandaleux et qui a justifié le montage de cette association, c'est qu'on a droit à un recours qui est devant le juge pour enfants, c'est-à-dire celui qui s'occupe de la protection de l'enfance. Tout ça, c'est très très bien, sauf qu'on n'est plus hébergé pendant ce moment-là, alors qu'ils viennent d'arriver et qu'ils ont des besoins évidemment énormes et qui sont traumatisés. Donc l'idée quand même de l'association, c'est de fédérer un réseau d'hébergeurs solidaires. On a appelé aussi quelques-uns à acheter une maison. Essayer de fixer un certain nombre de ces gamins, il y en a qui repartent évidemment, c'est l'errance organisée. Essayer de fixer un certain nombre de ces jeunes pour leur faire exercer leurs droits, c'est-à-dire le droit à exercer le recours contre l'évaluation qui vient d'être faite. Bon, on commence juste, on a évidemment besoin de beaucoup de monde, on a besoin d'hébergeurs, on a besoin de gens qui donnent du temps pour des cours de français, pour des sorties, pour passer du temps avec eux. Ils sont désœuvrés, ils n'ont rien à faire. On n'arrive pas pour le moment à les scolariser. Donc voilà, dans la solidarité concrète, il y a aussi cette question des mineurs non accompagnés dans la galaxie, j'allais dire, de toutes les errances du monde. C'est un sujet qui devient très important. Il y a 3 000 à 4 000 mineurs qui errent comme ça en France, faute d'une reconnaissance d'un droit élémentaire, c'est celui d'être hébergé alors qu'on a encore droit
à une procédure. C'est un truc scandaleux et c'est pour ça qu'on a monté cette assoce. Merci. Je voulais juste dire un tout petit mot. Déjà, je tenais à vous remercier pour ce magnifique documentaire qui rend vie justement à ces personnes disparues. Et c'est un très très bel hommage et vraiment plein d'émotions et j'ai trouvé ça vraiment magnifique, sincèrement. Je voulais aussi surtout rendre hommage aussi à personnes qui sont en vie. Notamment, sur mon autre casquette, je suis directrice départementale justement d'accompagnement des mineurs isolés étrangers dans l'Ain. C'est mon autre casquette. Et du coup, justement, je voulais rendre hommage à ces jeunes-là dont parlait l'association catholique qui traversent, malgré leur parcours migratoire et qui arrivent contre vents et marées à traverser et s'installer en France. Et ces jeunes-là sont une réelle richesse et une réelle plus-value pour la France quand ils arrivent à être ici, notamment sur les métiers en tension qui sont en grande difficulté en France, sur lesquels on a du mal à recruter. J'ai vu des entreprises fermées parce qu'ils n'arrivaient pas à recruter. Et grâce justement à ces jeunes-là qui ont la rage de vivre et qui ont vraiment envie, ils ont réussi à sauver leur boîte et à sauver des vraies vies de famille, quoi. Donc c'est pour ça que ces jeunes, certains ne traversent pas malheureusement et c'est un très bel hommage, mais certains y arrivent malgré tout et ils ont tout le courage qu'ils méritent en tout cas. Merci et bravo encore pour ce travail. Une dernière prise de parole. Oui, moi je n'ai pas parlé à la suite des infos sur le collectif Solidarité Migrants de Réseau Éducation sans frontières. C'est une association, non, c'est pas vraiment une association, c'est un réseau qui existe à Bourg-en-Bresse et la principale préoccupation, ce sont les enfants. Et alors le réseau sur Bourg-en-Bresse, il a permis notamment à des enfants sans papier, donc des gens sans ressources, de pouvoir partir dans les centres de loisirs, de bénéficier donc, de moments en dehors de leur logement qui ne sont pas souvent confortables. Et ce réseau, il est né il y a pas mal d'années, moi je ne l'ai pas en tête, ça date d'une époque où, 2006 on souffle, c'est une époque où des gendarmes, des policiers venaient chercher les enfants dans les écoles. Alors un grand traumatisme pour les enfants qui étaient embarqués, et puis pour leurs petits voisins qui ne les voyaient plus du jour au lendemain. Alors ça, je pense que ça a cessé. Maintenant, la police ne vient plus chercher les enfants. Il y a d'autres moyens de les récupérer. On a aussi fait une aide pour la rentrée scolaire. On fait appel à la générosité des gens pour avoir quelques fonds pour donner un coup de main aux familles, rentrée scolaire, vacances. Et voilà. Merci de nous ajouter cette autre association. On va conclure, à moins qu'il y ait d'autres questions. J'ai plein de choses à vous dire. Ah, Mario. Où sont les micros ? Oui, bonsoir à tous. On a vu des gens qui partaient, on a vu des gens qui mouraient, mais on ne parle jamais des causes de l'immigration. Et je pense que si on appuyait sur les causes, si on appuyait sur nos politiques, moi je suis allé en Afrique, j'ai vu ce qui se passe au Niger, par exemple à Arvik, là-bas les mines d'uranium, qui sont qui est exploitée par Areva, société française. J'ai rencontré des gens de là-bas, on les traitait de rebelles, donc on les a mis dehors pour exploiter l'uranium. C'est toute cette exploitation, finalement, nous, comment il s'appelait, Rotaillot nous a expliqué l'autre jour que l'immigration nous coûtait cher. Eh bien, si aujourd'hui on payait le juste prix, on n'aurait pas d'immigration. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on se batte contre nos politiques pour que les gens arrivent à vivre sur place. Parce qu'aujourd'hui, on pille tous les sous-sols. Par exemple, dernièrement, j'étais au Togo, j'ai rencontré un président, comment ça s'appelle ça ? Ouais, un président d'un syndicat agricole. Vous prenez toute la matière première est prise et exportée, par exemple au Togo, pour dire comment ça s'appelle, le coton.
Le coton vient ici en Occident. Et après, aujourd'hui, lorsqu'on va en Afrique, on voit par exemple des batiks qui sont magnifiques, les tissus africains. Eh bien, ma foi, ils sont fabriqués en Hollande. Donc, la matière première est en Afrique et la plus-value se fait en Occident. Et aujourd'hui, vous allez, par exemple, je repars du Togo, les fêtes de cacao, un Togolais ne sait pas ce que c'est du chocolat. Et c'est toute la matière première qui est prise dans ces pays et qu'on leur exporte après. Donc, ce serait peut-être judicieux que la plus-value se fasse dans les pays, qu'on les industrialise. Et aujourd'hui, on compte des morts, voilà. On comptabilise 3 morts, 10 morts, 20 morts. Mais aujourd'hui, il faut qu'on industrialise ces pays, qu'on arrive de les piller. Prenez au Togo, je parle du Togo que je connais très bien. Vous prenez un Bolloré là-bas. Bolloré, il a pris tous les ports africains là-bas. Il a monté à Lomé, il a monté une zone franche pour ne pas payer d'impôts. Et après, ce sont des gens qui nous disent, des Bolloré, que l'immigration nous coûte cher, mais c'est eux qui forgent l'immigration. Donc voilà ce que je veux dire. Aujourd'hui, on comptabilise les morts, mais aujourd'hui, un jour, il faudrait qu'on se batte pour que dans ces pays, ils s'industrialisent, que leur matière première, c'est eux qui la travaillent. C'est ce qu'il voulait faire Sankara il y a une année au Burkina. Sankara, qu'est-ce qu'il a fait Sankara, après les indépendances, on a eu Sankara au Burkina Faso, il a commencé à dire émanciper les femmes, il a commencé à dire les matières premières, c'est nous, c'est les nôtres, c'est nous qu'on va vendre les matières premières. Sankara est assassiné. On a vu la même chose au Congo avec Lumumba. Lumumba, pareil, Lumumba il a commencé à dire, si vous regardez un peu sur YouTube les interventions de Patrice Lumumba à l'ONU, il a mis tous les pays occidentaux devant leur responsabilité. Lumumba, il est mort. Au Togo, après les indépendances, on a eu Olympio, qui est arrivé après les indépendances. Malheureusement, à l'ambassade de France, un tir malheureux d'un militaire français, ça s'est documenté parmi. Eh bien, Olympio, le premier président, est mort. Et qu'est-ce qu'on a mis les pays occidentaux? On a mis d'abord la famille Edayema. Ça fait 60 ans qu'ils sont au pouvoir, et aujourd'hui, ils ont créé une nouvelle constitution, ils sont présidents à vie. Et toutes ces dictatures en Afrique, elles sont soutenues par les pays occidentaux. Et ceci, c'est la loi des 20-80, c'est 20% de la population mondiale qui exploite 80% du reste. Voilà ce que je voulais dire. Ouais, bah, on a carré par tous les millionnaires, quoi. Je vous propose qu'on s'arrête là, et moi je voudrais bien qu'on revienne à un petit peu de gaieté après ton discours, parce qu'on était aussi dans la célébration, dans ce film on est aussi sur la célébration, et je crois qu'Ismaël, il y a une fête à souhaiter aujourd'hui à quelqu'un. Quarante ans.